J'ai plus de 45 ans et je sens que mon corps a changé. Il est plus raide, moins fort, plus douloureux. Le matin au réveil, j'ai parfois l'impression d'avoir 20 ans de plus. J'ai aussi pris du poids et je ne parviens plus à le perdre. Et pourtant, je comprends pas, j'ai absolument rien changé à mes habitudes. Si tu te reconnais dans ces phrases, rassure-toi, ce que tu ressens n'est pas dans ta tête. C'est la conséquence des changements hormonaux qui s'installent progressivement et qu'on appelle la périménopause. Et face à ça, on entend souvent la même chose. Mange moins, fais attention, supprime ceci, évite cela. Et si après 45 ans, le problème n'était pas ce que tu manges en trop, mais plutôt ce que tu ne manges pas assez et dont ton corps a réellement besoin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que ton corps attend vraiment de ton alimentation après 45 ans. Ici, pas de régime ni de solution miracle. Je vais simplement t'aider à comprendre ce qui change à la ménopause, pourquoi ton corps tolère beaucoup moins l'à peu près, et surtout comment une alimentation adaptée peut t'aider à traverser cette période avec plus de confort. Et reste bien jusqu'au bout. Même si tu connais très bien le 5e nutriment, je pense que son importance va te surprendre. Le premier nutriment essentiel, ce sont les protéines. On en parle beaucoup, surtout avec les sportifs et leurs shakers un peu suspects, et on ne sait pas trop si c'est vraiment utile ou pas, si c'est même dangereux éventuellement ou pas, bref, on ne sait pas grand-chose. On va faire au plus simple. Les protéines, ce sont des molécules composées d'acides aminés. Elles sont indispensables à la structure et au fonctionnement du corps. On en trouve dans les os, on en trouve dans les cheveux, dans les ongles, dans la peau, dans les muscles, et beaucoup participent aussi aux réactions chimiques de notre corps, les enzymes par exemple qui facilitent certaines réactions physiologiques. Et nous, ce qui nous intéresse après 45 ans, c'est surtout ça. Les protéines permettent de maintenir la masse musculaire, elles soutiennent le métabolisme, elles participent à la solidité des os. Et pourquoi est-ce que c'est crucial à cette période de la vie? Eh bien, parce qu'après 40 ans, nous perdons naturellement de la masse musculaire. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie. Et cette perte, cette fonte musculaire va s'accélérer à la ménopause avec la chute des œstrogènes. Et donc apporter suffisamment de protéines, en association bien sûr avec une activité physique et notamment du renforcement musculaire, va permettre de limiter cette fonte musculaire, mais également de mieux réguler la glycémie et donc indirectement de contrôler son poids. Et sans apport suffisant, le corps n'a tout simplement plus les matériaux nécessaires pour s'adapter. Et si tu te demandes encore quelle activité physique privilégier après 45 ans, j'en parle dans cette vidéo juste ici. Et où trouve-t-on les protéines? Eh bien déjà dans les aliments d'origine animale, comme la viande, les œufs, le poisson ou les produits laitiers, mais aussi dans les aliments d'origine végétale, comme les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, certaines céréales et les oléagineux, les amandes, les noix, etc. Chez les femmes périménopausées ou ménopausées, les apports journaliers recommandés se situent autour de 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. C'est bien sûr à adapter selon son activité physique et éventuellement le contexte de santé. À titre d'indication, un œuf va contenir à peu près 7 g de protéines. On peut vite, en faisant le calcul, comprendre que la plupart des femmes sont bien en dessous des apports journaliers recommandés. C'est vrai que la supplémentation, notamment avec de la whey, peut avoir un effet bénéfique, peut être utile et intéressante, mais dans cette vidéo, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de vous orienter plus vers une bonne alimentation et un apport maximum par l'assiette avant de vous supplémenter. Et puisqu'on a parlé du poisson, ça nous amène très naturellement aux nutriments suivants qui sont les oméga 3. Qui n'a pas entendu parler des oméga 3? On nous les vend à toutes les sauces, on sait vaguement qu'il faudra en consommer, que ça se trouve dans les sardines, mais on ignore souvent ce que sont réellement les oméga 3 et pourquoi ils sont aussi importants. Derrière le thème oméga 3, on trouve des acides gras polyinsaturés. Il en existe 3 formes principales. L'acide alpha-linolénique ou ALA, l'acide eicosapentaénoïque ou EPA, et enfin l'acide docosahexaénoïque ou DHA. Et ces 3 acides, je vous défie d'arriver à les réciter 3 fois de suite sans trébucher. Bonne chance! Les oméga 3 sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux et de la rétine. Mais ils participent aussi au bon fonctionnement du système immunitaire, à la régulation de la glycémie et à la santé cardiovasculaire. Ils sont partout. Et surtout dans le contexte de la ménopause et de la périménopause, ils vont jouer un rôle clé dans la modulation de la réponse inflammatoire. Or, on sait qu'en périménopause, on a des douleurs, on a ce qu'on appelle un syndrome musculo-squelettique lié à la ménopause, qui se caractérise par des raideurs, des douleurs, des crampes, etc. Et les oméga 3 vont avoir un impact très positif sur ces sensations-là. Et où est-ce qu'on les trouve, ces oméga 3? Eh bien, le premier, l'ALA, est ce qu'on appelle un acide gras essentiel. Notre corps ne sait pas le fabriquer. On doit donc l'amener par l'alimentation. Et on va le trouver principalement dans les végétaux d'origine terrestre. Donc on va trouver l'ALA dans les oléagineux, dans les graines de lin et toutes les huiles qui vont être dérivées de tout ça. Donc l'huile de colza, l'huile de noix ou l'huile de lin.
L'huile de lin est à manier avec précaution, elle rancit très vite. On peut la conserver au frigo, mais pas plus d'un mois. Donc, précaution par rapport à ça. Là et là, une fois ingérée, peut être transformée en DHA et en EPA, mais soyons francs, sa conversion est très limitée à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'il est vraiment recommandé d'amener DHA et EPA directement par l'alimentation. Et cet apport va se faire principalement par les poissons gras. Nos océans étant exposés à pas mal de polluants, on sait que les gros poissons gras, donc les poissons gros prédateurs, comme le saumon par exemple, en mangeant les plus petits, ont tendance à concentrer plus des polluants et des toxiques dans leur tissu adipeux. C'est pourquoi on va recommander de privilégier surtout les petits poissons gras, comme les sardines, le hareng, le maquereau. Et la truite, en France, sera une excellente alternative locale aussi. En termes de quantité, idéalement, il faudrait consommer entre 200 et 300 grammes de poissons gras par semaine. À titre d'exemple, une boîte de sardines, ça représente environ 100 grammes. Donc pour être bien, il faudrait consommer 2 boîtes de sardines par semaine. Et pour là et là, une poignée d'oléagineux par jour et une cuillère à soupe d'huile de lin, de colza ou de noix, ça couvrira les besoins journaliers. Et si jamais vous envisagez une supplémentation en oméga 3 via des gélules, il y a peut-être juste quelques petits points de précaution à respecter. Faites attention à l'indice d'oxydation des huiles, elle doit idéalement être inférieure à 26. Dans l'idéal de l'idéal, la perfection, il faudrait qu'elle soit inférieure à 10. Et essayez d'avoir un label de qualité, comme par exemple le label EPAX. Il garantit la pureté, la traçabilité et le contrôle des contaminants. Mais comme toujours, la supplémentation ne remplace pas une alimentation saine et équilibrée, cohérente et bien pensée. Elle vient en complément au cas par cas. Le troisième nutriment important, ce sont les fibres. Et les fibres, ce sont des composants des aliments d'origine végétale que notre système digestif ne sait pas digérer. Et pourtant, elles sont essentielles parce qu'elles vont servir de nourriture à notre microbiote intestinal. On distingue les fibres solubles et les fibres insolubles, mais franchement, dans la pratique, c'est pas la peine de s'y perdre. Ce qui compte, c'est la variété des sources. Et à quoi elles servent ces fibres ? Elles vont jouer un rôle clé dans la régulation de la glycémie, dans la sensation de satiété et dans la réduction de l'inflammation de bas grade. Et puis, comme j'ai dit juste avant, elles nourrissent le microbiote intestinal. Retenez bien cette info parce que vous allez voir, c'est important. Et pourquoi consommer des fibres, c'est particulièrement important à la ménopause ? Parce qu'à cette période, on a souvent une glycémie qui va devenir instable, un transit qui va ralentir et une inflammation de bas grade qui va augmenter. Et enfin, un microbiote appauvri peut accentuer certains inconforts après 45 ans. Des ballonnements, de la fatigue, une digestion un peu plus difficile, une prise de poids abdominale. Donc entretenir le microbiote via l'apport de fibres, mais ça permet de limiter tous ces inconforts. Les fibres vont nous permettre de soutenir un petit peu l'équilibre global dans cette période de transition ménopausique. Et où trouve-t-on ces fibres ? Exclusivement dans les aliments d'origine végétale. Les légumes, crus et cuits, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les oléagineux et les graines. L'idée n'est pas d'en consommer une grosse quantité d'un coup, mais plutôt d'en consommer régulièrement à chaque repas. Un autre point intéressant, généralement les aliments riches en fibres sont aussi riches en vitamines du groupe B. Et ces vitamines du groupe B sont fréquemment impliquées dans le métabolisme énergétique, la gestion de la fatigue et dans le système nerveux. Les apports quotidiens recommandés se situent entre 25 et 30 grammes par jour. Mais en pratique, beaucoup de femmes en consomment moins que ça. Attention quand même, n'en consommez pas trop d'un coup parce que ça peut entraîner des soucis digestifs, des inconforts digestifs. Donc on commence, on apporte régulièrement, on s'hydrate bien et on voit un peu ce qui se passe. Ce dont je n'ai pas parlé non plus par rapport aux fibres, c'est que souvent à la périménopause et à la ménopause, l'un des gros soucis qu'on rencontre, c'est, je l'ai dit, la constipation et des soucis de transit intestinal. La constipation peut avoir un impact très important sur le périnée, notamment au niveau des fuites urinaires, au niveau des prolapsus, parce qu'on va avoir tendance à vouloir pousser en allant aux toilettes et ça peut entraîner une surcharge de pression au niveau abdominal et donc un poids plus important sur le périnée qui peut lâcher un peu. Et donc avoir plus de fibres, réguler un petit peu son transit, avoir moins de constipation, c'est l'assurance d'avoir un périnée un peu plus serein, un peu plus dans le contrôle aussi. Donc moins de fuites urinaires, moins de prolapsus et généralement moins d'inconfort, moins de sensation de pesanteur au niveau du périnée. Donc, mangez des pommes. Le quatrième nutriment, il va parler à beaucoup de monde, c'est le magnésium. Fatigue, tension, sommeil haché, nervosité, crampes, on le cite souvent et parfois un petit peu à toutes les sauces. On va faire très simple, le magnésium c'est un minéral essentiel qui est impliqué dans beaucoup de réactions chimiques dans le corps. Et ce qui nous intéresse nous après 45 ans, c'est son rôle dans 3 domaines clés. Le système nerveux, le relâchement musculaire et l'équilibre métabolique global. Sur le plan nerveux, le magnésium va aider à moduler la réponse au stress et va également limiter l'hyperexcitabilité de nos neurones. Sur le plan musculaire, il est indispensable à la relaxation musculaire. Sans lui, sans magnésium, le muscle se contracte
mais a du mal à se relâcher. Et donc ça favorise des contractures, de la tension, des crampes et donc de la douleur au niveau musculaire. À nouveau, pourquoi est-ce que le magnésium est particulièrement indiqué après 45 ans en période de périménopause? Eh bien, on va avoir plusieurs facteurs qui vont se cumuler. Souvent, on a le stress qui va augmenter et un sommeil qui va être plus haché, moins réparateur. Or, le stress consomme du magnésium, donc on va avoir des apports en magnésium qui vont baisser. Or, moins on en a, plus le système nerveux est réactif. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Le magnésium, on est d'accord, ne soigne pas le stress, mais va permettre de soutenir le système nerveux et le système musculaire au moment où le corps en a le plus besoin. Et où on le trouve ce magnésium? Eh bien dans de nombreux aliments. Les légumes verts, les légumineuses, les oléagineux, les céréales complètes et le chocolat noir. Ici, le problème, c'est pas une carence totale, parce que ça arrive assez rarement, mais c'est plutôt des apports qui vont être insuffisants, associés à des pertes accrues, avec un corps qui consomme beaucoup plus de magnésium qu'avant, notamment à cause du stress. Je vais avoir toujours le même discours en ce qui concerne la supplémentation, privilégiez l'alimentation. Et si jamais vous devez vous supplémenter, sachez que toutes les formes ne se valent pas. Idéalement, ça se raisonne au cas par cas, après une analyse de sang et une discussion avec un professionnel de santé. On va terminer avec quelque chose de très simple et pourtant largement sous-estimé, l'eau. Promis, c'est pas du schnapps. L'eau, on n'y pense pas toujours comme un nutriment à part entière et pourtant c'est la base physiologique de tous les processus chimiques du corps. N'oubliez pas que l'eau représente entre 50 et 60% du poids du corps et elle est présente absolument partout. Dans le sang, dans les muscles, dans les articulations, dans la moindre cellule de notre corps, on a de l'eau. Sans hydratation suffisante, rien ne fonctionne de manière optimale. Et à quoi elle sert cette eau? Eh bien, elle est indispensable pour le transport des nutriments, l'élimination des déchets, la régulation de la température, le bon fonctionnement musculaire, le transit intestinal et la souplesse des articulations. Et encore une fois, pourquoi est-ce que c'est important après 45 ans? Eh bien parce que, avec la transition de la ménopause, on va avoir une sensation de soif qui va être beaucoup moins présente. On va avoir moins envie de boire. Encore moins qu'avant. Déjà qu'avant, on n'avait pas beaucoup envie, mais alors là, c'est encore pire que tout. Donc on va boire moins spontanément. En plus, avec la perte musculaire, on va avoir une chute en eau parce que le muscle contient beaucoup d'eau. Et on sait que, notamment avec les bouffées de chaleur, les pertes hydriques peuvent augmenter, quand on a des suées nocturnes notamment. Résultat, on peut être un petit peu déshydraté tous les jours sans même s'en rendre compte. Et cette déshydratation, elle va accentuer la fatigue, les douleurs articulaires et musculaires, la constipation, la sécheresse cutanée, la sécheresse des muqueuses, et même la sensation de brouillard mental. Et l'eau, on va la trouver où? Principalement déjà dans l'eau que vous buvez, ce serait déjà pas mal. Mais on la trouve aussi dans les fruits et dans les légumes, notamment si vous faites des soupes, par exemple. Ça peut être une bonne idée, ça vous apporte un petit peu d'hydratation supplémentaire. Essayez de ne pas boire trop d'un coup, de ne pas boire une grosse quantité d'eau d'un coup, mais plutôt de boire un petit peu régulièrement tout au fil de la journée, avant même d'avoir soif. En général, si vous avez besoin d'un petit truc, moi je sais que j'ai toujours un verre d'eau sur mon bureau quand je suis en consultation, et dès que j'ai fini mon verre, je le remplis à nouveau et ça me force à boire régulièrement. Une autre option, ça peut être de vous mettre une alarme sur le téléphone portable et toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, vous devez boire un verre d'eau. Ça pourrait être une bonne idée pour vous forcer à boire un peu plus. C'est l'un des principaux problèmes que je vois tous les jours dans mon cabinet. Les femmes qui viennent en consultation chez moi ne boivent pas assez. Alors ne faites pas cette erreur. La déshydratation fait mal à la tête, elle donne mal un peu partout, elle fait des crampes, elle donne des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, on se sent mal, on a un transit qui est ralenti, on est constipé. C'est pas la joie, donc franchement, buvez, allez, buvez. N'oubliez pas d'adapter votre hydratation à l'activité physique, à la température extérieure, aux bouffées de chaleur éventuellement. Ah, ça à propos aux bouffées de chaleur, une chose importante, les bouffées de chaleur diminuent avec une bonne hydratation. Donc, pensez-y aussi. Peut-être si vous avez beaucoup de bouffées de chaleur, boire un peu plus, ça pourrait peut-être vous aider. Et non, je suis désolée, mais le café, les thés, les tisanes, ça ne compte pas comme une hydratation efficace. Et bien sûr, je le dis, mais ça coule de source, l'alcool, ce n'est pas de l'hydratation, c'est de la déshydratation. Ceux qui pensent pouvoir s'hydrater à la bière après la course à pied. Je vous vois. Pensez bien que sans une hydratation suffisante, vos muscles vont récupérer moins bien, les articulations sont plus raides, le transit va ralentir et votre corps, d'une façon globale, va tolérer encore moins l'à peu près. Donc après 45 ans, boire plus, c'est pas juste un petit détail, c'est vraiment la condition de base pour que tout fonctionne bien. Et la vidéo est un peu longue, mais celles qui sont encore là maintenant, mettez-moi une petite goutte emoji en commentaire et je saurai que vous avez tenu bon jusque-là.
Merci à vous. Je n'ai volontairement pas évoqué la vitamine D. D'une part parce qu'elle se gère essentiellement par la supplémentation, très peu par l'alimentation, et qu'elle se fait après un dosage sanguin et avec son médecin idéalement. Et d'autre part parce que les études actuelles ne permettent pas de recommander une supplémentation systématique aux femmes qui sont ménopausées, simplement parce que les études montrent qu'une supplémentation systématique ne permet pas de diminuer le risque de fracture de col du fémur, par exemple. Donc se supplémenter de façon systématique si on n'est pas carencé, ça n'a peut-être pas l'intérêt qu'on pensait il y a encore quelques années. Donc volontairement, j'en ai pas parlé parce que les études ne sont pas encore assez suffisantes pour affirmer avec certitude qu'il faut pas se supplémenter. La suite au prochain épisode pour la vitamine D. Moi, j'ai choisi dans cette vidéo de me concentrer sur ce que vous pouvez vraiment ajuster au quotidien dans votre assiette. Donc la vitamine D, out. Donc désolé, je ne ferai pas l'apologie du foie de morue aujourd'hui. Après 45 ans, le corps change. La composition corporelle évolue, les hormones fluctuent, et tout ça, ça devient un petit peu moins tolérant à l'à peu près. La ménopause, ce n'est pas juste l'arrêt des règles, c'est un réarrangement physiologique global. Ça concerne les muscles, les os, le métabolisme, le système nerveux et l'inflammation. Dans ce contexte, on entend régulièrement qu'il faudrait manger moins, se restreindre, voire supprimer complètement certains aliments, mais le problème, c'est pas tellement qu'on mange trop, mais c'est qu'on ne mange pas assez de certains aliments dont notre corps a réellement besoin à cette période. Alors évidemment, limiter le sucre, limiter les aliments ultra transformés, limiter l'alcool, voire arrêter l'alcool, tout ça a du sens, bien sûr, et je vous encourage à repenser votre alimentation aussi comme ça. Il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Mais il y a aussi des choses qu'il faut apporter. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que si vous arrêtez ce qu'il faut, mais qu'en parallèle, vous n'apportez pas assez de tout ce dont on a besoin, les protéines, les oméga 3, les fibres, l'eau, eh bien, l'adaptation sera très limitée. Et souvenez-vous surtout qu'à la ménopause, l'alimentation, la nutrition, ça ne se pense pas de façon isolée. Ça doit s'intégrer dans une hygiène de vie globale qui va impliquer aussi l'activité physique, notamment le renforcement, la gestion du stress et le sommeil. Il ne s'agit pas d'être parfaite, il ne s'agit pas de tout contrôler et de rentrer dans une logique de restriction punitive. Il s'agit juste de donner à votre corps les bons outils pour qu'il puisse s'adapter et traverser cette période avec plus de confort, de sérénité et d'autonomie. Je m'appelle toujours Lucie, je suis kinésithérapeute spécialisée dans la santé des femmes après 45 ans. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps et à vous permettre de mieux vous adapter, n'hésitez pas à la partager et surtout abonnez-vous. Je continuerai encore à vous parler de la ménopause avec rigueur, clarté et bienveillance. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.